Les flammes au Trocadéro, un incendie s'est propagé dans la toiture de l'aile est du palais de Chaillot la nuit dernière. Les dégâts sont importants, mais l'essentiel des œuvres a pu être sauvegardé. Le saturnisme continue de sévir en France. Selon Médecins du Monde, 70 000 enfants en Île-de-France pourraient être menacés. Les inondations en Allemagne, le feu vert de l'Europe à la fusion de Boeing et McDonnell Douglas, la revendication en forme de provocation de l'ETA en Espagne et les états d'âme de Marie-Josée Pérec qui participera bien au championnat du monde d'athlétisme. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fallu des heures de lutte aux pompiers pour venir à bout de l'incendie du palais de Chaillot. Le feu s'était déclenché en soirée hier dans l'aile est du palais qui abrite le musée des monuments français et la cinémathèque. Les effectifs de 21 casernes de pompiers se sont rendus sur place et l'incendie n'a été éteint qu'au petit jour. Olivier Galzi, Vincent Nguyen et Bruno Giraudot. Depuis un quart d'heure à peine, l'alerte a été donnée. Un amateur a saisi sa caméra. Il est 22 h, les pompiers sont sur place quand soudain, une explosion retentit. Probablement une bouteille de gaz laissée sur le chantier. Le toit du musée venait tout juste d'être refait. Le feu est parti de la guérite qui surmonte la toiture. C'est un échafaudage qu'ont construit les ouvriers où ils ont entreposé leur matériel. Et je suis revenu chez moi à 9h30 et à 10h moins le quart, je me suis aperçu qu'il y avait une petite colonne de fumée. Une fumée qui va très vite s'épaissir. Un nuage impénétrable. Les pompiers vont devoir lutter pendant 4 heures. En fait, le feu était contenu entre le volume constitué par les latis de bois et tout ce stuc là qui sert pour la décoration. Donc en fait, ça faisait un immense couloir sur une quarantaine de mètres de long. Le feu a pris en dessous dans le bois et s'est propagé dans ce couloir. Donc il a fallu dégarnir, retirer toutes les plaques de zinc pour accéder au sinistre qui se propageait tranquillement dans toute la longueur. Et parce que des débris enflammés tombaient dans la salle, ils ont aussi arrosé de l'intérieur des milliers de litres d'eau. Ici, on avait environ 5 cm d'eau qui a été évacuée là, par la cage d'escalier. On a une sortie en bas sur l'extérieur, ce qui nous a permis de pousser cette eau vers l'extérieur. Mais en bas, il y a la cinémathèque. Là, ce n'est pas du feu, mais de la noyade qu'il a fallu sauver les films. Voilà. Attendez, c'est fermé s'il vous plaît, monsieur. On ne peut pas accueillir des équipes de télévision en ce moment. Il y a des dégâts partout, il y a des vitres éclatées partout. Non, c'est pas possible. de problème. Les dégâts sont importants, mais limités. C'est la récompense des pompiers, qui hier soir sont venus de 21 casernes pour sauver l'un des monuments les plus prestigieux de Paris. Comme vous l'entendiez, selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont des travaux qui seraient à l'origine de l'incendie. Le feu se serait donc déclenché dans une guérite du chantier avant de se propager à la toiture. Florence Bouquilla, Marie-Pierre Cassignard et Frédéric Dupuis. Pour ces enquêteurs de la police judiciaire, l'incendie est probablement d'origine accidentelle. Ils se refusent pour l'instant à tout commentaire, mais privilégient la thèse d'un feu peut-être dû aux derniers travaux de soudure sur le chantier de réfection de la toiture de l'aile est du palais de Chaillot. Un feu qui aurait couvé durant plusieurs heures, puis fait exploser 2 bouteilles d'acétylène présentes sur le chantier. On peut effectivement avancer l'hypothèse suivant laquelle il y a eu distillation pendant un moment dans un espace libre relativement important et qu'à un moment ou à un autre, il y a eu inflammation généralisée de l'ensemble, soit due à l'explosion des bouteilles, soit par un autre phénomène. Les enquêteurs devront établir si l'accident est dû à une défaillance humaine, ce qui engagerait la responsabilité des entrepreneurs maîtres du chantier. Témoin essentiel pour l'enquête, le chef de chantier, entendu durant plus de 2 heures cet après-midi dans les locaux de la police judiciaire. Nous avons fait de la soudure ces derniers jours, c'est un secret pour personne, c'est tout à fait officiel, mais c'était lundi, donc depuis lundi, nous n'avons pas fait de soudure digne de ce nom. Donc une explication de mise à feu avec nos instruments de couverture paraît quasi impossible, à moins que le feu ait couvé pendant 48 heures, mais c'est inconcevable. C'est pas possible. C'est inconcevable, on s'en serait rendu compte avant. Le chantier de l'aile est, entamé il y a 18 mois, aurait dû s'achever dans 2 jours. Aujourd'hui, l'heure est à l'estimation des dégâts et des responsabilités. Et il faudra un petit peu de temps avant d'obtenir une évaluation complète de ces dégâts, mais il ne semble pas a priori que les 6000 moulages et les 70 maquettes du musée des monuments français aient trop souffert. C'est surtout la structure du bâtiment qui a été endommagée. Stéphane Auman et Alain Locaccio. À 2 pas de la Tour Eiffel, le musée des monuments français est l'un des plus imposants de Paris. C'est aussi l'un des plus méconnus. Le bâtiment sinistré a été inauguré il y a plus de 100 ans par Viollet-le-Duc.
En 1882, les transports ne permettaient pas de sillonner la France pour découvrir ses trésors. L'architecte français voulait présenter ici au public des moulages grandeur nature, de sculptures ou même de façades d'églises. Des chefs-d'œuvre de l'art roman ou gothique. Ces moulages monumentaux n'ont pas trop souffert de l'intervention des pompiers sous la Verrière. Le feu ne les a pas touchés et l'eau n'a fait que ruisseler sur eux sans les endommager. Apparemment, les collections du musée du monument français sont celles qui ont le moins souffert pour des tas de raisons, dont le fait que le musée étant en cours de restauration, elles étaient conditionnées et mises à l'abri. Et en fait, il y avait peu de choses sous la verrière qui brûlait. Plus inquiétant, dans les caves du musée. Des milliers de pièces en réserve patientent dans l'humidité. Elles devraient être évacuées dans les prochains jours vers un entrepôt en banlieue parisienne. Les employés de la Cinémathèque, eux, aussi logés au Palais de Chaillot, sortent les bobines de film. On évacue à peu près les 2 tiers. Pourquoi? Le risque, c'est quoi? Parce qu'il y a des infiltrations d'eau, donc on est obligé de tout évacuer. Et puis par contre, pour ce qui concerne l'état de la salle, là je peux pas vous dire, je suis pas encore rentré dedans. La salle mythique de la Cinémathèque a annulé toutes ses séances. La réouverture n'est pas programmée pour l'instant. Et le musée du cinéma a perdu 10% de ses collections. Est-ce qu'on peut se livrer à une première estimation chiffrée des dégâts? Pour ce qui concerne le bâtiment, non. Certainement quelques centaines de milliers de francs pour ce qui concerne les collections. Pour le gros œuvre, les premières estimations font état de plusieurs dizaines de millions de francs de travaux. L'État paiera, mais le gouvernement n'exclut pas de se retourner contre l'entreprise si sa responsabilité est mise en cause par l'enquête. On a longtemps appelé ça la maladie de la misère. Le saturnisme continue de sévir en France. Selon une enquête de Médecins du Monde, 70 000 enfants pourraient être menacés en Île-de-France. Le saturnisme, c'est cette intoxication au plomb qui altère le développement psychomoteur des enfants. Cette maladie s'évite essentiellement dans les habitations vétustes où les vieilles peintures au plomb sont encore sur les murs. Elle est bien connue, facilement enrayable, mais très peu de choses sont faites. Olivier Caroff et Franz Vaillant. Son surnom, la maladie des enfants pauvres. Dans cet immeuble parisien, 43 familles et des dizaines d'enfants atteints de saturnisme, intoxiqués par une peinture au plomb qui s'écaille sur les murs. Quand on était petit, on a mangé. Une peinture au goût sucré dont les enfants ne se méfient pas. Selon un rapport de Médecins du Monde, plus d'un tiers des enfants exposés sont suffisamment contaminés pour risquer à court ou moyen terme de graves séquelles. Les conséquences, elles sont essentiellement psychomotrices, avec un retard psychomoteur pour l'enfant, une baisse du QI, un retard mental, une baisse du capacité d'apprentissage, une difficulté de mémorisation. Dans tous les cas, ils sont renvoyés sur leur lieu d'intoxication, ils sont renvoyés chez eux, où ils ont continué à s'intoxiquer malgré le dépistage et malgré les traitements éventuels à l'hôpital. Situation désespérante pour les médecins qui savent qu'il suffirait de prendre quelques mesures simples pour vaincre la maladie. Un test systématique des murs avant la mise en location des appartements vétustes et surtout un relogement. En principe, il est obligatoire, mais la loi n'est appliquée qu'exceptionnellement. C'est vrai que ça fait des années, jusqu'à 15 ans, que ces familles ont fait une demande de logement. Est-ce qu'il faut vraiment arriver à des opérations médiatiques pour que la mairie, les pouvoirs publics puissent faire le boulot? Les autorités sont régulièrement alertées depuis 1985, lorsque le saturnisme avait tué 2 enfants. 12 ans plus tard, faute de dépistage systématique, on ignore le nombre exact d'enfants menacés. Il y en aurait plus de 140 000 en France. Les arrêtés municipaux contre les mineurs qui se promènent dans les rues après minuit continuent de se multiplier. Après Méreuil dans les Bouches-du-Rhône, c'est à Mérindol dans le Vaucluse que le maire RPR vient de prendre le même genre d'arrêté. Son village ne compte pourtant que 1700 habitants et il ne dispose pas de force de police. La fusion Boeing-McDonnell Douglas, l'Europe donne son feu vert, la Maison-Blanche s'en félicite et Airbus en prend note tout en regrettant l'attitude quelque peu arrogante des États-Unis. Pascal Golomer. Karel Van Miert a eu le privilège de lever le suspense ce matin. Au nom de la Commission européenne, il a donné le feu vert à l'américain Boeing pour fusionner avec McDonnell Douglas. Boeing, qui à la dernière minute hier soir, a fait quelques concessions de taille. Il renonce surtout au contrat d'exclusivité signé avec 3 grandes compagnies aériennes américaines. La très grande majorité des collègues a trouvé effectivement que les concessions obtenues en dernière minute, c'est vrai,
permettait à la Commission maintenant d'envisager une décision positive, mais bien sûr en vérifiant tout le temps si toutes les conditions soient bel et bien et à 100% respectées. Pas d'unanimité à la Commission donc, car les Français notamment auraient souhaité davantage de fermeté affichée face aux géants américains. Même si la Commission a obtenu satisfaction sur un point très important, il n'en reste pas moins que la flotte aérienne dans les mains dépendants de Boeing va passer de 60 à 80% et que c'est manifestement une tentative d'étouffement d'Airbus. Le nouveau Boeing détiendra désormais 70% du marché des avions de plus de 100 places, Airbus 30%. Avec 9800 avions déjà en circulation et un chiffre d'affaires annuel de 210 milliards de francs, 4 fois celui de son concurrent européen, c'est une domination écrasante. Ne manquez plus que ces accords avec les compagnies américaines. Ces contrats d'exclusivité, en fait, auraient conduit à un véritable lien entre Boeing et les compagnies aériennes qui n'auraient pas pu se dissoudre et par conséquent un monopole de fait de Boeing. Le pire a donc été évité. Airbus doit maintenant se renforcer au plus vite pour résister. Les Américains n'attendront pas. Et ce soir, le Quai d'Orsay souhaite que la Commission européenne ait, avant la décision finale, une attitude de fermeté à l'égard de Boeing pour garantir les conditions de concurrence équitables dans l'industrie aéronautique européenne. Longwy comme emblème d'une région sinistrée. Après le drame de la sidérurgie, la reconversion s'était faite dans des entreprises de pointe comme Panasonic ou JVC. Mais elles ferment, elles oscillent les unes après les autres. JVC, qui emploie 235 personnes, doit fermer ses portes à la fin du mois. Et même s'il y a 3 repreneurs potentiels sur les rangs, les employés aujourd'hui manifestaient. Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. 26 000 emplois disparus avec les cheminées des usines aujourd'hui rasées. Depuis le début des années 80, tout a changé dans le bassin de Longwy, même le paysage. La fin de la sidérurgie, une catastrophe économique pour la région qu'il a fallu compenser grâce à des aides communautaires, des subventions par million pour l'implantation d'entreprises de pointe, Panasonic ou JVC. 9 ans après, elles annoncent déjà leur départ. Il y a une conjoncture défavorable, mais c'est quand même pas une raison, c'est bien une volonté stratégique du groupe Matsushita de quitter la Lorraine parce qu'il y aura d'autres aides ailleurs et donc c'est bien un jeu de la mondialisation, quoi. Un drôle d'été décidément pour ces salariés en sursis du bassin de Longwy. JVC, Panasonic, Unimetal, même combat. 3 entreprises qui ferment pour 700 suppressions d'emplois annoncées en quelques jours et des travailleurs qui ne veulent pas disparaître en silence. Je suis solidaire. Je suis solidaire de JVC, voilà. Tous solidaires avec le sourire pour retrouver du travail à tout prix. De nouvelles entreprises et des emplois à créer pour Monique et son mari par exemple. Lui est en sursis chez Unimetal qui fermera en 98, elle déjà licenciée par JVC. On pensait être un peu au calme, JVC s'était installé, donc on voyait les choses un peu mieux, et puis là d'un seul coup c'est les deux qui tombent, donc c'est-à-dire pratiquement ce qui fait travailler la région ici, donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en n'ayant plus rien du tout, et pas d'avenir surtout, parce qu'on ne voit pas où on va pouvoir aller ailleurs. Demain, les salariés d'Unimetal, JVC et Panasonic iront manifester dans la rue pour réclamer de l'aide. Une note optimiste du ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn qui prévoit que le chômage devrait baisser en France dès la fin 98. Un sommet européen extraordinaire sur l'emploi aura lieu le 21 novembre. Et puis en politique, les sondages se suivent mais ne se ressemblent pas. Hier, d'après BVA Paris Match, les cotes de popularité de Jacques Chirac et de Lionel Jospin étaient à la hausse. Aujourd'hui, d'après le baromètre CSA La Vie, c'est l'inverse, avec une baisse de 10 points pour le Premier ministre, à 45% d'opinion positive, et une baisse également d'1 point pour le chef de l'État, avec 43% de satisfaits. Les inondations en Allemagne, Helmut Kohl débloque 55 millions de francs pour venir en aide aux sinistrés, alors que les premières évacuations ont commencé. Thierry Curté et Pierre-Emmanuel Luneau, nos envoyés spéciaux, se sont rendus dans un village près de Francfort-sur-l'Oder où une digue s'est rompue. La campagne de l'Oder, l'armée qui s'apprête à combattre la crue a déployé sans doute toute une division. Premier objectif, personne ne pourra dire que le gouvernement n'a pas mis ici tous les moyens. Le fleuve s'est stabilisé à son plus haut niveau aujourd'hui, commençant à faire quelques dégâts côté allemand. Une première digue s'est rompue au sud de Francfort, à 2 km du premier village. La force du courant a emporté les premières tentatives de colmatage. Il a fallu employer des moyens plus lourds.
Du coup, Karl Marx Strasse a les pieds dans l'eau. Par précaution, les premières évacuations avaient eu lieu plus tôt dans la matinée. En tout, 2000 personnes sont sur la liste, mais beaucoup ne veulent pas partir, autant par peur du pillage que parce qu'ils jugent le danger insuffisant. D'autres s'agacent du déploiement de moyens qu'ils jugent excessifs et des contraintes imposées, parfois incompréhensibles. Je suis furieux parce que je ne peux pas rentrer chez moi. J'habite à 500 mètres d'ici, je veux rejoindre ma maison et ils ne veulent pas. Non, je ne partirai pas de ma maison. On a tout préparé dans la voiture, mais nous ne partirons pas facilement. Il faudrait vraiment que ce soit très grave. À Ratsdorf, plus bas, seulement 50 personnes sur 330 ont accepté de partir. Ce soir tombaient les premiers ordres d'évacuation de force. Naturellement, il faut se mettre à la place des gens. Ils ont leur propriété, leur maison, c'est leur argent, leur vie. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas sauté de joie lorsqu'ils sont montés dans les bus. Malgré la première rupture de digue, les moyens de secours fonctionnent au ralenti. Tout est prêt, mais seulement 2 familles ont trouvé refuge dans l'école de la ville. Le geste paraissait inconcevable il y a encore quelques mois. Les banques suisses lèvent le sacro-saint secret bancaire. Elles le font en publiant dans 60 journaux à travers le monde et sur Internet les noms de 1872 titulaires de comptes dormants en déshérence depuis la guerre. Des comptes qui, pour beaucoup d'entre eux, avaient été ouverts par des juifs disparus depuis dans les camps de concentration. Un geste en forme d'aveu de la part des banques, mais qui paraît bien tardif pour la communauté juive. Éric Monnier. Il y a là 1872 noms exactement. Une première liste correspondant aux comptes en déshérence dans les banques suisses depuis 1945. Derrière ces noms, nombre de victimes juives de l'Holocauste, disparues dans les camps nazis. En publiant cette liste ce matin, dans 60 quotidiens de 28 pays et sur Internet, l'Association suisse des banquiers rompt enfin sa sacro-sainte loi du silence. Un secret bancaire bien pratique pour couvrir les connivences de la Suisse avec l'Allemagne nazie. Un secret bancaire qu'on opposait aux demandes des victimes. Mais pour l'opinion publique internationale, il ne pouvait être l'unique réponse à ceux qui cherchent la vérité. Ce n'est pas une affaire de 1872 ou de 1756 comptes bancaires. Ce n'est pas une affaire de 62 millions de francs suisses ou de 42 millions de dollars. C'est une affaire de justice. Selon une dernière estimation, le total des avoirs juifs dans les coffres suisses s'élève à 150 millions de francs, un chiffre largement sous-estimé selon le Congrès juif mondial. En consultant la liste, on relève quelques singularités, tel le docteur Esterházy, l'homme le plus riche de Hongrie au début du siècle. De même qu'un Bousquet, ironie de l'histoire. Les parents, ou ayants droit, ont jusqu'au 23 janvier 1998 pour se faire connaître. Ils trouveront un formulaire à remplir avec la liste ou sur Internet. Examinées par des consultants indépendants, leurs requêtes sont gratuites. Les avoirs non réclamés seront versés à des organisations caritatives. Les banques suisses auraient pu choisir de mener des enquêtes plus discrètement afin de retrouver les héritiers. Pour redorer une image ternie, elles choisissent de le faire au grand jour et d'entrouvrir un peu leurs portes, en même temps que celle de l'histoire. En Sicile, la police italienne a mis la main sur un arsenal de la mafia à une vingtaine de kilomètres de Palerme. Il y avait là un lance-missile, un lance-roquette de fabrication soviétique, des fusils mitrailleurs, des grenades, des pistolets. Bref, toute la panoplie du parfait mafieux. 6 personnes ont été arrêtées. Ce coup de filet aurait été permis par les révélations d'un repenti de la mafia. En Espagne, les terroristes de l'ETA revendiquent et accusent. Ils revendiquent l'assassinat de Miguel Ángel Blanco et disent en assumer toutes les conséquences. Et ils accusent le gouvernement espagnol d'avoir créé une hystérie collective pour diaboliser le mouvement nationaliste basque. En Ulster, le scénario était prévisible et il s'est confirmé. Les unionistes ont quitté la table de négociation du château de Stormont, près de Belfast. Ils n'acceptent pas le plan anglo-irlandais qui prévoit de désarmer les milices paramilitaires. En Ulster, le reportage de Jérôme Baudy. Le révérend Ian Paisley, l'un des protestants les plus intransigeants. Il est de ceux qui ont fait capoter cet après-midi une proposition anglo-irlandaise de désarmement des paramilitaires qu'il considère comme trop floue. Nous ne négocierons jamais les affaires internes de l'Ulster avec le gouvernement de Dublin.
De nombreuses caches d'armes de l'armée républicaine irlandaise, qui avant le cessez-le-feu paradait dans les rues de Belfast, se trouvent en fait sur le territoire de la République d'Irlande. Les services secrets britanniques estiment l'arsenal de l'IRA clandestine à quelques 3 tonnes d'explosifs Semtex, 600 fusils mitrailleurs et une douzaine de lance-roquettes. Il y a aussi les paramilitaires protestants. Il y a 12 jours encore, ils faisaient une apparition fugitive au pied d'un feu de joie anti-républicain sous les flashs de leurs sympathisants. Il n'y a jamais eu de traité de paix en Irlande du Nord. Dans les rues de Belfast, les soldats britanniques se font plus discrets depuis le cessez-le-feu proclamé par l'IRA dimanche dernier. À quelques pas de là, le Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA, manifeste devant une caserne des forces de sécurité pour la démilitarisation de l'Ulster. Parmi eux, un vétéran de l'armée secrète, ancien chef de Belfast Nord, qui reste très proche de l'IRA. Nous, nationalistes, ne tolérerons pas qu'une seule balle soit rendue tant qu'il n'y aura pas de règlement du conflit. L'espoir repose maintenant sur les épaules de cet homme, le général canadien de Chastelain, qui aura, dès la fin de ce mois, la mission délicate de diriger la commission de désarmement. Tony Blair, le nouveau Premier ministre britannique, a les coudées un peu plus franches que son prédécesseur John Major, car il n'a pas besoin des voix des protestants unionistes à la Chambre des communes pour avoir la majorité. En revanche, il a bel et bien besoin d'eux à la table des négociations et ils seront difficiles à convaincre. L'un des principaux responsables de la radio des 1000 collines au Rwanda a été arrêté. Le Belge Georges Rudjiou était l'un des animateurs de cette radio qui incitait les Hutus à massacrer les Tutsis en 1994. Le génocide au Rwanda a fait plus de 500 000 morts. En France, la préfecture de Seine-Saint-Denis va interdire l'accès d'une ancienne usine de radium dans l'île Saint-Denis. L'enquête réalisée cet été a révélé que ce site, utilisé aujourd'hui par une entreprise spécialisée dans la confection et la collecte de déchets de viande, était fortement contaminé et que les employés étaient donc menacés. José Blanc-Lapierre et Frédéric Faure. L'accès de ces locaux vient d'être interdit pour cause de radioactivité. Des doses de radon, 10 fois supérieures à la normale, ont été décelées par endroits, notamment dans ce bureau où une personne travaille depuis des années. Un employé qui gère ici un stockage de déchets de viande. Il doit quitter les lieux pour raison de sécurité et subir un contrôle médical. Pas question pour nous d'entrer, juste le temps d'apprendre que cet homme ne semble pas inquiet. Pour l'instant, j'ai aucune information précise. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment de courir un risque ici? A priori, non. Sinon, je ne serais pas ici. Des traces de radioactivité anormalement élevées ont également été découvertes en face de l'usine, le long des berges de la Seine, dont l'accès va être interdit au public. C'est l'héritage du passé qu'il faut gérer aujourd'hui. Il y a une 60aine d'années, un élément fortement radioactif, le radium, se travaillait ici pour les besoins de la médecine. Depuis, plusieurs entreprises différentes se sont succédées dans ces lieux. Il va falloir faire une étude historique pour remonter l'histoire de ce site et autant que possible retrouver les personnes, surtout celles qui ont travaillé sur le site, et assurer un suivi médical. Aujourd'hui, cet homme s'interroge. Sa fille est atteinte d'une leucémie et pendant 10 ans, jusqu'en 1985, la famille a vécu dans cet immeuble à 200 ou 300 mètres de l'usine. Il y a peut-être un lien entre cette usine et la maladie de ma fille. Un lien qui se renforce et qui va m'amener donc à déposer plainte. La nappe phréatique va être contrôlée. D'autres analyses du sol et de l'air ont été demandées par le préfet avant d'envisager la décontamination du site. Les journées mondiales de la jeunesse, ce sera à partir du 18 août à Paris avec l'arrivée du pape. L'Église se mobilise pour héberger les centaines de milliers de jeunes qui vont arriver de toute l'Europe pour l'occasion, mais aussi pour financer ces journées. Et pour communiquer, tous les moyens sont bons. Valérie Astruc. De la communion à la communication. Ces frères franciscains et dominicains se prêtent de bonne grâce aux exigences des journalistes. Normal, c'est une conférence de presse qu'ils organisent. N'oubliez pas que, par exemple, les Dominicains ont fondé la première émission de télévision en 1945 sur la messe télévisée, par exemple, et les médias ou les éditions religieuses. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ça reste vraiment au cœur de nos tripes, quoi. L'ordre du jour, présenter le nouveau site internet qui renseignera les pèlerins sur les journées mondiales de la jeunesse. Là, je surfe sur le web. Rencontrer les hommes sur internet, je crois que ça n'a rien de virtuel. Ça peut être très fort et ça peut aller très loin aussi. L'église prêchait autrefois sur les routes. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons
pour communiquer. 4000 affiches signalent la venue du pape en août. Logo sobre, slogan simple, la campagne doit toucher tout le monde. Aimer vos ennemis, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment quoi? Disons, avec tout ce qu'on voit actuellement, c'est pas... Mais vos ennemis, c'est pour dire que, voilà, la paix, quoi. On s'est référé au texte, on s'est référé à Matthieu, on s'est fait référer aux grands textes, et on les a pris, et on les a mis en page. L'homme chargé d'orchestrer la communication, c'est Monseigneur Dubost. Sa consigne, ne pas vendre le Christ comme une savonnette, pour autant les techniques modernes n'ont rien de sacrilège. La preuve, ce clip enregistré pour vendre le CD des Journées mondiales de la jeunesse. Un compositeur rap choisi par Monseigneur Dubost. Dès le mois d'août, le morceau sera diffusé sur toutes les radios. Ce que je cherche à faire, c'est ne pas vivre dans un autre monde que le mien. Et dans le mien, il y a du rap, il y a de la reggae, il y a, je sais pas, de toutes sortes de techno et autres, mais aussi de la salsa et aussi du zouk. Et je voudrais que, au fond, toutes les musiques du monde chantent Dieu, elles sont toutes ça comme vocation. La cible, 700 000 jeunes attendus à Paris le 24 août. L'événement vaut bien une messe dont les paroles comme la musique empruntent largement à l'air du temps. Je prie le Seigneur pour qu'il continue de nous protéger, faute que le jour se lève, que l'égalité des hommes cesse d'être un rêve. C'est une sorte de vieux fantasme de l'automobiliste, conduire sans les mains. À San Diego, en Californie, ce vieux rêve pourrait devenir réalité. Les premiers essais ont commencé sur autoroute. Perrine Ledon. Well done, Firebird 2. You're now under automatic control. Hands off steering. Il n'y a pas si longtemps, conduire sans les mains, c'était encore de la science-fiction. Aujourd'hui, la conduite automatique est devenue réalité. Le fonctionnement est simple. Le véhicule doit être équipé de caméras et de radars, mais surtout d'aimants qui sont reliés à des aimants semblables plantés de chaque côté de la route à intervalles réguliers. Et oui, le secret de la voiture de demain, c'est le magnétisme. Le reste, c'est le travail de l'ordinateur, relié à la caméra placée à l'intérieur du véhicule. L'intérêt de l'autoroute magnétique, conduire sans les mains, d'accord, mais bien sûr, reposer le conducteur. Il faudra tout de même attendre l'an 2002 pour que le premier autoroute magnétisé soit mis en service. En attendant, on peut rêver à des jours heureux où l'on pourra tous sans scrupules s'endormir au volant. Et après la route, la mer, habile transition. Chaque année, pendant les vacances, des accidents se poursuivent, elles se produisent. Les enfants en sont souvent les victimes. Alors pour les sensibiliser, une caravane de sécurité se promène tout le long de la côte entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Saint-Raphaël. Alban Mikosi et Gérard Gallion l'ont suivi. En mer, quelques secondes de trop peuvent transformer une journée de vacances en drame. Chienne Terre-Neuve de 3 ans, Jump, est formée au secours aquatique et aux interventions d'urgence comme celle-ci. Tu prends. Voilà, tire à terre. Tu tires. Et la petite Célia, âgée de 8 ans, en sera quitte pour une belle peur. Il s'agit bien sûr d'un exercice dont le but est de sensibiliser aux risques maritimes des estivants, quelquefois grisés par les premiers jours de plage. L'an dernier, nous avons récupéré comme ça un certain nombre de plaisanciers qui venaient d'arriver, qui étaient arrivés le matin, qui avaient roulé toute la nuit, et nos maîtres nageurs sauveteurs les ont récupérés avec les Zodiacs parce qu'ils étaient, ils étaient morts, crevés, très fatigués, et ils étaient incapables de regagner le rivage. Dans un autre atelier, tous les enfants qui le souhaitent peuvent prendre place à bord d'un Zodiac avec un maître nageur diplômé, une demi-heure de leçon de conduite en quelque sorte pour les initier aux règles de navigation. On fait des bouées pour indiquer la sortie ou la rentrée. Par exemple, s'il y en a qui passent en dehors, et ben, s'il y en a qui vient en contresens, ben, ils risqueraient de se foncer dedans. Des règles que les enfants rappelleront ensuite à leurs parents, c'est du moins l'objectif de l'opération. En mer, 98% des accidents sont dus à des fautes de conduite ou à des imprudences. Une quarantaine d'alpinistes sont bloqués depuis la fin de l'après-midi dans le massif du Mont Blanc. Ils se trouvent en différents endroits au-dessus du refuge du Goûter à 3800 mètres d'altitude. C'est le brouillard pour l'instant qui les bloque, mais ils ne sont pas en danger selon les secours. En revanche, 2 Britanniques se sont tués dans le massif du Mont Blanc toujours, mais cette fois du côté italien. Ils ont glissé alors qu'ils étaient en train de se prendre en photo.
Le Tour de France, enfin une étape plus calme pour tout le monde. L'Australien Neil Stephens en a profité pour remporter l'étape à Colmar, mais on était surtout sur les terres de l'Allemand Jan Ullrich, le maillot jaune, et sa mère l'attendaient à l'arrivée. Florent Gautreau et Alain Poirier. Le mercredi, c'est le jour des enfants, et la fille de Neil Stephens a eu droit aujourd'hui à une jolie berceuse, une berceuse particulièrement rythmée. L'Australien, équipier de Richard Virenque, a réalisé un coup de force dans les 2 derniers kilomètres. À plus de 50 km/h, il a résisté à ses 12 compagnons d'échappée pour l'emporter en solitaire à Colmar. C'est la 3e victoire d'étape pour l'équipe Festina. Il a attendu que tout le monde attaque un peu. Et il a attendu que les gars fanent un peu, il est sorti. Michel m'a raconté, il a couru comme un chef. La mère de Jan Ullrich, elle, a craqué sur la ligne d'arrivée. Venue en voisine de Merdingen, une petite ville allemande proche de la frontière, elle a pu féliciter son maillot jaune de fils sur le podium. Dimanche, Marianne Karz-Ullrich pourrait bien être la maman du premier Allemand vainqueur du Tour de France. J'ai 4 enfants et je suis fier de chacun d'eux. Mais je suis vraiment contente pour Jan car il a réalisé ce qu'il a souhaité. Le stress, le travail, il a vraiment donné tout ce qu'il avait pour faire du vélo. Maintenant il y est arrivé, je suis fier. Vraiment, je suis heureuse pour lui. Premier, avec 6 minutes d'avance sur Virenque, Jan Ullrich a maintenant toutes les chances d'arriver en jaune à Paris. Le talentueux coureur allemand n'a pas fini de faire pleurer sa mère. Marie-Josée Pérec participera bien au championnat du monde à Athènes. La reine de Barcelone et d'Atlanta a longuement hésité, mais il semble que les menaces à peine voilées du président de la Fédération internationale d'athlétisme l'ont convaincue. Elle risquait tout simplement de se voir interdire toute participation aux meetings richement dotés de Zurich et de Monaco. Sur ces états d'âme argentés de la gazelle des stades, la morale en forme de fable de Laurent Frédéric Bollet. L'histoire pourrait figurer dans ce livre vénérable. Elle a toutes les apparences d'une fable où la gazelle, habituée dans sa course à dominer le temps, s'en regardait avec envie le vol d'un étourneau hésitant. La gazelle donc bondissait de podium en médaille, les titres s'enchaînaient sans faille. Comblée, elle avait même gagné 3 fois les Olympiades, mais son discours changea et depuis peu, l'on eut droit à des jérémiades. Au meeting de Charletti, s'étant alignée sur 200 mètres, elle eut le déplaisir d'y trouver son maître. 7e sur 8, la gazelle invoqua la fatigue et une fracture. Son corps, des exploits passés, payait la facture. Au pays des montres et du chocolat, la gazelle entendait à sa méforme mettre le holà. Classée 2e, elle apparut néanmoins à la peine, aussi décida-t-elle de ne pas aller à Athènes. C'est pas la peine de venir, c'est pas la peine d'aller au championnat du monde pour être 2e, hein. Ça sert à rien. Pour les championnats de France, ayant voyagé jusqu'en Martinique, la gazelle resta ensuite immobile, tant pis pour le public. Or, après être rentrée aux États-Unis, elle décida hier de changer d'avis. On lui pardonne beaucoup de choses, simplement on lui demande maintenant de commencer à nous préciser ce qu'elle veut faire et qu'elle nous dise plus la veille, je veux plus ou je veux. La fédération internationale ayant décidé de la surveiller pour qu'après Athènes, elle n'aille point s'éparpiller dans de lucratifs meetings, sans doute la gazelle prit-elle peur, aussi s'imagina-t-elle avec des ailes. Moralité, il ne faut jamais croire une championne olympique, car qui s'y frotte s'y pique. Et pour se croire une autre, la gazelle a peut-être oublié cet adage, il est difficile d'avoir à la fois les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Justement, une escapade en montagne sur le GR20 en Corse, autrement dit, le chemin de grande randonnée qui est parmi les plus réputés et les plus fréquentés de France, mais aussi parmi les plus durs. Jacques Cardoz et Bruno Livertou. Aldila di Monti, au-delà des montagnes, surnom donné par les Corses au GR20. Ce sentier réputé pour être le plus dur d'Europe. Mais avant de vérifier le dicton, il va falloir le mériter. Pour le moment, le groupe a droit à une première rencontre avec la flore au-dessus du col de Verde, au cœur de la Corse. Les plantes servaient de langage. Si on avait besoin de, quand on avait bien nettoyé ces châtaigniers, d'interdire l'accès aux cochons ou aux vaches, on faisait un gros pinceau de fougère comme ça, ou pinel, et on l'accrochait sur un bâton. Et ça remplaçait le panneau, le pinceau, l'écriture. Surtout que peu de gens savaient lire. Hein. Le temps a passé sur ces chemins de transhumance, exploités jadis par les bergers. Aujourd'hui encore, les vieilles traditions n'ont pas complètement disparu. Avant, je montais tous les jours. Je faisais 3 heures de marche sans arrêt. Ça vous plaisait? Ah oui. Ça me plaisait. Ça crame. Après 3 heures de marche pour atteindre les premiers contreforts de la montagne, l'heure est aux figatelli. Mais chaque année,
10 000 randonneurs choisissent l'intégralité du parcours. 9 étapes du nord-ouest de la Corse à Porto Vecchio. C'est pas trop dur? Non, ça va. Ça va? Ouais. Vous allez poursuivre jusqu'au bout? Oui, certainement. Ouais. On y arrivera. Ça vaut le coup? Ça, j'en sais rien. Attendez qu'on soit en haut. À 2200 mètres d'altitude, la montagne, creusée, tailladée par le temps qui passe, offre aussi des parois d'escalade. Le chemin du GR20 traverse des régions volcaniques ou des forêts de haies. Un bon moyen de découvrir un massif qui occupe 75% de la superficie de l'île. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Sophie Davant qui nous annonce des orages à l'est et du soleil à l'ouest. Au centre, je n'ai rien. Le dernier journal à 23h50, ce sera Florence Daucher. Demain, dans les 4 vérités, Rémi Roche recevra Miguel Angel Moratinos, qui est bien sûr le médiateur européen au Moyen-Orient. À 13h, vous retrouverez Laurence Piquet et Patrick Chêne. Et à 20h, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.